Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver en ce lundi soir, comme tous les lundis soirs, pour débriefer l'actu foot du week-end. Le dénouement, enfin, entre River et Boca, une première ligue relancée, Dortmund roi de la Ruhr et la Juve sans rival. On parle de tout ça et bien plus encore dans l'œil de Willou. Et on commence forcément avec cette finale de Copa Libertadores, 2-2 au match aller, un retour éternellement reporté, tout était encore à jouer hier soir à Madrid pour sacrer le champion continental. À la mi-temps, c'est Boca qui tenait le bon bout grâce à un but inscrit en fin de période par Dario Benedetto, mais au retour des vestiaires, tout a changé. Et River, renversant, a montré beaucoup plus de mordant. Une superbe combinaison pour le but égalisateur de Lucas Prato, avant qu'une frappe lumineuse de Quintero n'offre la victoire aux hommes de Gallardo en prolongation. Anecdotique, la réalisation de Gonzalo Martinez parachève le succès des Millonarios. À Buenos Aires et pour toujours, rien ne sera plus comme avant. Alors pour parler brièvement du jeu, on a eu un match sur la physionomie globalement conforme à ce qu'on attendait. Peu de spectacle, beaucoup de tension, mais des éclairs de génie et même de folie avec le gardien de Boca qui monte sur corner dès la 114e minute. Une bonne dose d'épique, enfin, avec 2 heures éprouvantes de combat, avec des joueurs qui se traînent et qui tombent sur une pelouse mi-terrain, mi-champ de bataille, avec des dernières minutes jouées à 9 contre 11, voire même sur certaines actions à 8 ou 7 contre 11. Un vrai duel sud-américain, et si on devait résumer ce qui a fait pencher la balance, c'est un Boca qui, proche du Graal, a commencé à reculer et à subir. Après un premier acte pourtant parfaitement maîtrisé, c'est un coaching douteux, avec des entrants sans impact, voire qui sont blessés, comme Gago. C'est enfin, et surtout, l'expulsion stupide de Barrios, 2 jaunes en 5 minutes et au pire moment, qui a totalement transformé la rencontre. Quelques observations en vrac ensuite. Déjà, je suis content qu'il n'y ait pas eu de séance de tir au but. Voilà, j'en ai parlé à certains d'entre vous sur Twitter hier soir, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 écoles. Ceux qui aiment les pénaux en finale, parce qu'ils symbolisent une tension compétitive portée à son apogée, une décision si forte qu'aucune équipe n'arrive à se distinguer. Il y a aussi forcément une bonne couche de dramaturgie avec des héros et des condamnés. Il y a peut-être même un peu de voyeurisme, parce que l'échec est rarement aussi visible et mis à nu que dans un péno raté. C'est des choses que je peux comprendre, mais perso, je trouve que les tirs au but nous privent de la gloire d'un but historique. Que ce soit Iniesta en 2010, Götze en 2014, Quintero hier soir, du coup, c'est des images beaucoup plus fortes et plus belles parce qu'elles sont, par définition, uniques, rares, alors que, justement, les tirs au but, c'est des exercices assez standardisés qui sont moins bien capturés par notre mémoire, je trouve. Ensuite, et c'est un truc que je trouvais super prenant dans cette finale, c'est l'impression qu'il y aurait forcément un avant et un après. River et Boca, c'est bien sûr une des rivalités les plus fortes qui existent dans le foot mondial, si ce n'est la plus forte, mais c'est en plus des clubs qui sont compétitivement ultra proches. River a gagné 36 titres de champion, Boca 33. Avant cette finale retour, Boca avait gagné 88 fois contre River, et River avait gagné 82 fois contre Boca, avec 78 nuls. Les fortes rivalités, il y en a des dizaines, mais peu sont aussi serrées que celle-là, et jusqu'alors, personne ne pouvait affirmer de manière super nette « River est un plus grand club que Boca » ou « Boca est un plus grand club que River ». Alors c'est comme si cette finale de Libertadores, c'était l'épreuve ultime, le dernier test qui allait trancher, une fois pour toutes, qui est le plus grand. Et quand tu vois l'intensité des supporters, c'est pas une question anodine. C'est une question pour laquelle certains donneraient tout, c'est pour beaucoup une des boussoles de leur existence. Bah pour moi cette finale est pas loin de trancher, en tout cas pendant un bon nombre d'années, ça va être très difficile pour les supporters de Boca d'argumenter que leur club est le plus grand en ayant perdu cette finale. Après, bien sûr, un des principes fondamentaux du foot, c'est que, voilà, la vie continue, les nouvelles saisons apporteront leurs nouveaux matchs, leurs nouveaux super classicos, peut-être même, qui sait, une nouvelle super finale, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, les titres sont constamment remis en jeu, mais pour l'instant, pas facile d'être un supporter de Boca. D'ailleurs, et c'est une réflexion que je me suis faite sur les 5 dernières minutes à la toute fin, mais alors que pendant la partie, mon affection, on va dire, penchait plutôt marginalement pour River, quand l'issue est devenue vraiment finalement claire, j'étais beaucoup plus triste que heureux. Alors je sais pas si c'est la télé ou même peut-être le foot, mais quelque part je trouve que la peine, la tristesse se transmettent de manière beaucoup plus facile. Ça a l'air d'être des émotions plus fortes, plus perçantes que la joie. Voilà, ça me le fait à chaque finale que je regarde d'un point de vue neutre, et donc je me demandais si c'était votre cas aussi. On sait qu'il va y avoir un perdant, il faut qu'il y en ait un, mais je trouve ça dur de pas être touché par la déception du vaincu, et en tout cas je le suis beaucoup plus que par le bonheur du vainqueur.
Enfin, et pour conclure sur le sujet, on a eu quand même un cran en moins d'intensité et d'authenticité au Santiago Bernabéu. Alors voilà, je comprends qu'on puisse pas jouer le match retour à Buenos Aires, et heureusement surtout, on a évité Abu Dhabi ou Doha, donc ça c'est cool, mais voilà, c'était quand même un public beaucoup plus dilué, moins fanatique. J'ai pris un petit peu les réactions des supporters sur les ralentis, je cherchais la flamme et il manquait quelque chose, c'est dommage. En Europe maintenant, le choc du week-end se jouait sans doute à Londres, où Chelsea accueillait Manchester City, et dans ce duel au sommet, c'est les Blues qui triomphent, un contre éclair conclu par Kanté, un corner tardif repris par David Luiz, et un succès arraché 2-0, City n'est plus invaincu. Alors la première chose à dire, c'est que c'était un match qui était hautement attendu, parce qu'il mettait aux prises deux gros cylindrés, les deux derniers champions d'Angleterre, mais surtout deux projets de jeu proches. Parce que pour l'instant, le choc de la Première Ligue, c'est City-Liverpool, et c'est un affrontement où chacun est dans une situation de relatif confort. On a d'un côté City qui aime avoir le ballon, qui veut la possession, et de l'autre, Liverpool qui le laisse volontiers, qui préfère contrer. Finalement, avant même le coup d'envoi, le duel est relativement lisible. Mais là, avec ce Chelsea New Look Made in Sarri, dont le projet est d'ailleurs bien plus mature qu'en début de saison à l'époque du Community Shield, là on a un affrontement entre deux équipes qui se définissent par leur mouvement en possession, qui aiment presser haut pour récupérer vite, recycler la possession et construire. Et à ce jeu, c'est clairement City qui a soumis Chelsea qui a d'ailleurs dû se résigner à défendre bas pour pas ouvrir trop d'espace, qui a eu beaucoup de mal à relancer proprement. Sarri avait fait un choix fort en écartant carrément Morata et en mettant Giroud sur le banc, donc avec un Hazard sur le papier en 9, entouré par Pedro et Willian. Pourtant, un point d'appui pour jouer long et se sortir du pressing aurait sans doute fait un peu de bien, et on peut pas dire que le schéma est particulièrement séduit. Mais malgré ça, c'est bien Chelsea qui a ouvert le score sur un contre, et sur son premier tir cadré de la rencontre, il me semble, à la 45e minute, derrière ça a tenu, City a faibli en seconde et a concédé même un second but, un peu sorti de nulle part, sur corner, à un quart d'heure de la fin. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Pour Chelsea, c'est pas non plus une rencontre qui lève tous les doutes, qui valide une sorte de rebond, mais c'est quand même une performance super intéressante, notamment mentale, le genre de match qui forge un groupe. Pour City, maintenant, il faut regretter le manque de réalisme en première, c'est là qu'ils ont laissé filer le match, et bien sûr c'est toujours dommage de perdre son invincibilité, mais il n'y a pas non plus de quoi tirer la sonnette d'alarme, ça jouait sans De Bruyne, ça jouait sans Agüero, sans Mendy, il y a des circonstances atténuantes, même si la Première Ligue est relancée. Car si City n'est plus invincible, Liverpool poursuit sa route immaculée et a atomisé Bournemouth 4-0. Grâce à un triplé de Mo Salah, les Reds prennent la tête du championnat et confirment leur début de saison fulgurant. Manchester United, ensuite, a montré du mieux en se défaisant de la lanterne rouge Fulham 4-1. Arsenal a longtemps galéré contre Huddersfield, mais une réalisation exceptionnelle de l'homme en forme Lucas Torreira, à 10 minutes du terme, a offert une nouvelle victoire aux Gunners 1-0. Tottenham, enfin, est allé s'imposer à Leicester grâce à un but dans chaque mi-temps. Au classement, on compte toujours deux groupes, un duo tête au rythme de champion et un trio londonien qui brille seulement un poil moins fort. Le suspense reste entier. En Allemagne maintenant, l'événement du week-end était bien sûr ce derby de la Ruhr qui voyait un Schalke hésitant accueillir le leader jaune et noir. Rapidement lancé par une tête de Thomas Delaney, Dortmund s'en est finalement remise à sa pépite anglaise Jadon Sancho pour arracher la victoire 2-1. Gladbach a facilement disposé de Stuttgart 3-0, même score pour le Bayern contre Nuremberg, mais Leipzig a concédé un revers surprenant contre Fribourg 3-0 également. À l'heure des comptes, les hommes de Favre ne ralentissent pas la cadence et seuls en tête voudront entretenir le rêve. Gros choc à signaler également en Serie A, où la Juve a devancé l'Inter d'une courte tête, celle de Mario Mandzukic à l'heure de jeu, et puis si Naples n'a fait aucun détail face à Frosinone 4-0, la Lazio a calé contre la Samp dans un temps additionnel fou 2-2, comme la Roma, sur le même score à Cagliari. En clôture de la journée, l'AC Milan a dû satisfaire d'un résultat nul et vierge contre le Torino. Le grand perdant, c'est sans doute l'intérêt d'une Serie A à 3 vitesses, où les deux premières places semblent déjà jouées. En Espagne en revanche, tout est encore possible. Si Séville a laissé échapper les 3 points dans le temps additionnel contre Valence, l'Atlético Madrid n'a pas tremblé face à Alaves 3-0, victoire moins convaincante mais victoire tout de même pour le Real à Huesca 1-0, et puis dans le derby de Barcelone, un Lionel Messi stratosphérique, double buteur sur coup franc et passeur décisif, a éteint l'Espagnol 4-0, les Catalans pointent en tête de la Liga, mais sont loin d'une échappée. Et puis quelques nouvelles en vrac pour finir. En Ligue 1, Amiens s'est défaite de Guingamp 2-1 et Rennes a vaincu Dijon 2-0, alors que Caen à Strasbourg, comme Reims à Lille, obtiennent le partage des points. Les autres matchs de cette journée sont reportés. Aux États-Unis et dans l'ombre de la Libertadores se jouait également la finale de MLS, et bien logiquement c'est Atlanta, l'équipe en vue de l'année, qui s'est défaite Portland 2-0.
Triste nouvelle enfin du côté du Bayern, où Kingsley Coman, démoralisé par une nouvelle blessure, envisagerait de mettre fin à sa carrière s'il doit subir une 3e opération, le visage moins glamour d'un football impitoyable et physiquement exigeant. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de L'œil de Willou. Alors pour conclure, je passe un petit coucou à l'équipe de Puma qui m'a offert récemment ce très joli maillot d'Amiens, leur nouveau maillot Third. Si vous voulez tenter de le gagner comme d'autres maillots de ma collection, je vous invite sur ma page Twitter où j'organiserai un petit concours. Vous avez aussi peut-être vu que j'ai modifié quelques visuels de la chaîne parce que à partir du 1er janvier 2019, on va remettre le paquet sur les analyses, notamment historiques et tactiques. Cette fois avec un rythme plus réaliste que celui de l'analyse quotidienne, mais assez exigeant pour vous proposer régulièrement du contenu de qualité. 5 vidéos par semaine donc, ça va être cool. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite, demain j'espère, pour mes pronos Champions League, si j'arrive à les faire à temps. Alors, comme d'habitude, passez une super soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt, bisous.